Eh bien, écoutez, bonsoir. Pour ce conseil municipal, nous avons fait le plein, puisqu'en fait, les personnes qui ne sont pas là se sont soit excusées, soit ont donné des pouvoirs. Donc, on est en totalité. Donc, je vais faire l'appel et ensuite, nous nommerons un ou une secrétaire. Donc, Karine Bastier. Présente. Alain Comparot. Présent. Marie-Claude Gay. Présente. Alors, Jean-Raphaël Cessa donne pouvoir à Madame Oisiz. Anna de Almeida. Présente. Philippe Mouchard. Présent. Malika Oisiz. Présente. Florent Votor. Laurine Daougabel. Maximilienne Defont. Hélène Mèche. Zitouni Kerkaden. Présent. Muguet Ngombé. Pascal Rowe. Mathilde Daougabel. Francis Grivard. Claude Tranet. Sarani Lissongveigne, pouvoir à Monsieur Ngombé. Hubert Salmon. Philippe Vieira, pouvoir à Monsieur Mouchard. Madame Stéphanie Godefroy. Ah, excusez, elle est souffrante, elle est hospitalisée. Virginie André, je l'ai vue, présente. Abdarazak Nari est excusé. Cindy Domingos, pouvoir Anna de Alameda. Pauline Glaume. Alors là, on a un petit problème parce que Philippe Chrétien a donné pouvoir à Madame Lambert, mais Madame Lambert est malade, donc voilà. Madame Aubry, Myriam Lambert malade, donc excusée. Martial Prouès, pouvoir à Martine Aubry. Olivier Sangoy, pouvoir à Madame Lincel. Madame Lincel. Monsieur Adil Valentin Bouafa. Parfait. Alors j'ai besoin d'une secrétaire. Qui est-ce qui était secrétaire la dernière fois? C'était toi, non? Ah bah alors c'est très bien, tu veux? Eh ben c'est parfait. Voilà, donc on a une secrétaire. Très bien. Donc on peut commencer, il y a par le premier point, qui est l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 15 décembre 2022. Y a-t-il des questions ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques, donc je vous propose de voter. Qui est pour? Unanimité, merci. Alors ensuite, nous avons le compte-rendu des décisions 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de vote, mais s'il y a des remarques ou des questions, c'est le moment de le faire. Madame Lincel, vous approchez bien le micro parce que le son n'est pas terrible et j'ai du mal à entendre 10. J'espère que ça va, là. Alors, moi, c'est pas sur la 2122, c'est sur la 2022-217 que j'ai une remarque, enfin, une interrogation. Enfin, remarque, interrogation, c'est peut-être la même chose. C'est une décision portant sur la santé au travail, le choix de prendre l'AMEC qui se trouve à Roissy-sous-Bois. À Rosny-sous-Bois, pardon. La décision 2022 2022-217. Oui, c'est ça, 217. Oui, non, c'est le fait que ça soit à Rosny-sous-Bois, parce qu'il y a une AMET à Chenevière. Par rapport au personnel qui se déplace. Non, mais ils s'installent chez nous. Ils viennent sur place. Ils viennent au technique, enfin au comité, enfin chez les techniques là-bas. Non, c'est pas ça? Nos agents, ils vont à Champigny, en fait. Ah, nos agents vont à Champigny. Alors, nos agents vont à Champigny, mais nous, on accueille des... Ah bon, bah alors si, c'est le monde à l'envers, ça. On accueille la médecine du travail et c'est pas les nôtres qui vont. Bon, c'est à Champigny.
C'est pas à Rosny. D'accord. Parce que Voilà, je me suis ils dit sont qu'il fait installés à- autant de enfin, transport pour... voilà. Mais leur siège social est vraisemblablement situé à Rosny-sous-Bois. Donc c'est la raison pour laquelle on signe avec le siège social. Ok, Voilà. merci beaucoup. Et il n'y avait pas une autre question, non? Non, C'était tout. c'était bon. Bon, d'accord. Pas d'autres remarques, pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, très bien. Alors, on passe au morceau de choix, donc le débat d'orientation budgétaire. Et pour ce faire, tu as bu ton petit verre d'eau, là? Je passe la parole à Monsieur Comparot. Donc, comme chaque année, bonsoir à tous. Comme chaque année, donc, le débat d'orientation budgétaire constitue une étape préalable au vote du budget 2023 qui aura lieu le 30 mars. Conformément à l'article L. 2312-1 du Code général des collectivités territoriales, un débat doit avoir lieu au Conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget de la collectivité. L'objet du débat d'orientation budgétaire est de permettre de définir les grands équilibres budgétaires et les choix majeurs de la collectivité, notamment en matière d'investissement, de recours à l'emprunt et d'évolution de la pression fiscale. Un point sur les caractéristiques et l'évolution de l'endettement de la collectivité est obligatoire dans le cadre du débat d'orientation budgétaire suite à l'adoption de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation de métropole, MAPAM, de décembre 2013. La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, du 7 août 2015, modifie l'article L. 2312-1 du CGCT, lequel dispose désormais, donc, dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte en outre une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Donc l'environnement macroéconomique, donc le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023 à 2027 et la loi de finances pour 2023. Donc un environnement macroéconomique, vous avez tous les chapitres et on va reprendre un à un. Donc le premier chapitre, l'environnement macroéconomique. Donc l'économie française, la France, en année 2022, fut une année moins faste que prévu en raison de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique qui en a découlé. La consommation des ménages, principal moteur traditionnel de la croissance française, qui avait rebondi durant le deuxième trimestre, a fini par légèrement reculer dans un contexte d'inflation élevée. Après avoir ralenti en août et en septembre, l'inflation repart à la hausse en octobre. L'inflation demeure un peu plus contenue en France, 5,2%, inférieure à celle de la zone euro, 9,2%, sous l'effet des mesures gouvernementales mises en place pour limiter la perte de pouvoir d'achat des ménages, donc bouclier tarifaire sur les prix de gaz et d'électricité, ristourne sur les prix de l'essence. Jusqu'ici, l'activité française s'est révélée relativement résiliente face à l'envolée de l'inflation et malgré le ralentissement constaté fin 2022, elle devrait croître de 2,5% en moyenne en 2022. Les taux de chômage en France est resté stable au premier semestre 2022. Son taux est assez faible, qui s'explique principalement par la hausse de la population active ainsi que par les créations d'emplois. Néanmoins, la part des entreprises françaises rencontre des difficultés de recrutement en octobre 2022 a atteint des niveaux inédits dans les grands secteurs de l'économie. Il semble que le déséquilibre sur les marchés du travail provienne davantage des besoins de main-d'œuvre supplémentaire, excès de demande de travail, que du déficit de main-d'œuvre. La situation des finances publiques, après avoir atteint des sommets en 2020 à hauteur de 9% suite
aux interventions publiques massives pour répondre à la crise sanitaire, puis la crise énergétique engendrée par la guerre en Ukraine, le déficit public devrait continuer son redressement. Après avoir atteint 6,5% en 2021, il est attendu à 5% en 2022 pour se maintenir à ce niveau en 2023. La dette publique devrait s'élever à 111,6% du PIB en 2022 contre 112,8% en 2021, puis devrait encore légèrement baisser en 2023 à hauteur de 111,2%. Le ratio des dépenses publiques reste néanmoins relativement expansionniste en maintenant un niveau de dépenses publiques de 56,9% du PIB contre 53,8% en 2019. En 2021, les collectivités locales ont reconstitué leur marge de manœuvre financière, l'épargne brute retrouvant voire dépassant son niveau de 2019 et les investissements affichant un niveau quasiment similaire à celui de 2019. Les réformes fiscales ont été intégrées et l'endettement est resté soutenable. Les collectivités locales étaient donc dans de bonnes dispositions pour un exercice 2022, centré sur la réouverture et développement des services publics et la prise en compte des enjeux de la transition écologique. Cependant, l'inflation des prix intervenue dès le début de l'année a freiné cette reprise et la revalorisation du point d'indice de la fonction publique au 1er juillet a ajouté une contrainte supplémentaire. Avec une croissance de 4,9%, les dépenses de fonctionnement enregistrent ainsi les plus forts taux d'évolution depuis près de 15 ans. Il faut remonter aux années 2007-2008 pour observer des taux similaires, année de la montée en puissance des transferts de compétences au titre de l'acte 2 de la décentralisation. Le dynamisme des recettes fiscales permettrait aux collectivités locales d'absorber les prix, mais cela devrait se faire tout de même dans un contexte de baisse d'épargne et au détriment de la poursuite de certains projets en fonctionnement ou en investissement, ou la fermeture exceptionnelle de services. L'endettement se poursuivrait, surtout porté par des régions et le bloc communal, et la trésorerie serait à nouveau abondée, mais dans des proportions beaucoup plus faibles que ces 2 dernières années. Donc, le projet de loi de programmation des finances, le grand principe du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027. Pour rappel, la précédente loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022, votée le 22 janvier 2018, prévoyait la signature de contrats dits contrats de Cahors entre l'État et les plus grandes collectivités territoriales. Il fixait des objectifs pour la période 2018-2020 de progression limitée des dépenses de fonctionnement, de la réduction des besoins de financement et de l'amélioration de la capacité de désendettement, le cas échéant. Seul le premier de ces objectifs était contraignant et entraînait une sanction financière en cas de non-respect. En septembre 2022, le gouvernement a présenté le projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027, nouvelle trajectoire pluriannuelle des finances publiques devant accompagner la programmation de stabilité de la France présentée au cours de l'année 2022. Ce dernier prévoit la participation des collectivités locales à la limitation de l'évolution des dépenses publiques dès 2023 pour parvenir en 2027 à un déficit public de 3% du PIB et à une dette stabilisée. L'incertitude demeure quant à l'adoption définitive des dispositions figurant dans ce projet de loi. En effet, une première lecture, le texte a été rejeté à l'Assemblée nationale, tandis que le Sénat a adopté un texte largement modifié. Réunie le 15 décembre, la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun. Par conséquent, le texte devrait repasser en seconde lecture au Parlement au premier semestre 2023. D'autres choses à faire. Il semble qu'impliquer encore plus les collectivités dans le redressement des finances publiques reste l'objectif du gouvernement, mais sans recours
au pacte de confiance initial envisagé dans le projet de loi. Pour rappel, il prévoyait une trajectoire annuelle de progression des dépenses réelles de fonctionnement égale à l'inflation, moins 0,5%, soit plus 3,8% en 2023 par rapport à 2022, avec suivi par catégorie de collectivités et en cas de dépassement, par catégorie des sanctions limitées aux plus grandes entités, budget supérieur à 40 millions d'euros, qui n'auraient pas respecté les trajectoires. Les principaux dispositifs de la loi de finances pour 2023. La loi de finances pour 2023 a été définitivement votée le 30 décembre 2022 et publiée au journal officiel le 31 décembre 2022 à la suite de 5 utilisations successives de l'article 49.3 de la Constitution, une procédure qui n'avait plus été utilisée pour un projet de loi de finances depuis 30 ans. La loi de finances comprend des mesures d'ajustement, mais aussi des dispositions significatives pouvant impacter les finances locales. La hausse des concours financiers aux collectivités locales et de la péréquation. Le montant de la dotation globale de fonctionnement évolue de 320 millions d'euros et atteint un montant global de 26,9 milliards d'euros. Cette hausse permet de financer les abondements d'enveloppes de péréquation verticale et notamment l'augmentation de 90 millions d'euros pour la dotation de solidarité urbaine. Pour la première fois depuis 13 ans, le financement de cette hausse ne se fait pas dans le cadre d'un écrêtement de la dotation forfaitaire, mais par un abondement exceptionnel de l'État. La dotation nationale de péréquation est maintenue à son niveau de 2022. La loi de finances pour 2023 n'indique pas de nouvelles augmentations pour le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France. L'enveloppe reste stable autour de 350 millions d'euros. Enfin, l'enveloppe globale du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ne connaît pas de modification en 2023 et reste cette année encore figée à 1 milliard d'euros. Cependant, des modifications de répartition ont été apportées par la loi de finances, suppression de l'exigence du seuil d'effort fiscal agrégé et garantie des sorties progressives sur 4 ans. Une stagnation des dotations de soutien à l'investissement local. Les dotations de soutien à l'investissement local s'élèvent à 1,8 milliard d'euros pour 2023, sont en baisse par rapport à 2022. Cette évolution s'explique par la baisse de la dotation de soutien à l'investissement local, le DESIL, de moins 337 millions par rapport à 2022, soit une enveloppe de 570 millions d'euros au total. Cette dotation a vocation de financer les projets d'investissement prévus dans les contrats de relance et de transition écologique. Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, qui est la principale aide de l'État aux collectivités territoriales en matière d'investissement, augmente quant à lui de 200 millions d'euros par rapport à 2022 et s'élève à 6,7 milliards d'euros. Enfin, la dotation d'équipement des territoires ruraux est maintenue à hauteur de 1046 millions d'euros. Autre mesure, la création d'un fonds d'accélération à la transition écologique, mais aussi appelé fonds vert, est mis en place pour l'année 2023. Ce fonds doté de 2 milliards d'euros permet de soutenir les projets de transition écologique des collectivités locales. Ce fonds visera notamment à soutenir les performances environnementales des collectivités, rénovation des bâtiments publics, modernisation de l'éclairage public, et l'adaptation des territoires au changement climatique et à l'amélioration du cadre de vie. Le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases fiscales. Comme le prévoit le Code général des impôts à compter de 2018, les valeurs locatives sont valorisées en fonction de l'inflation constatée et non plus en fonction de l'inflation prévisionnelle. Ce coefficient est ainsi de 7,1% pour 2023 par rapport à 2018.
La reconduction du filet de sécurité. La loi de finances rectificative pour 2022 a instauré un dispositif pour compenser au titre de l'année 2022 la dégradation de l'épargne brute induite par la hausse des dépenses d'énergie et l'alimentation d'autre part. La revalorisation du point d'indice de la fonction publique au 1er juillet 2022 d'autre part. Un montant de 430 millions d'euros a été budgété pour un versement prévu en 2023, avec possibilité d'un acompte versé en 2022 à la demande de la collectivité sur le fondement d'une estimation de sa situation financière. Le bénéfice de cette dotation est conditionné de manière cumulative à un taux d'épargne brute inférieur à 22% en 2021, un potentiel financier inférieur en 2022 au double du potentiel moyen de la strate démographique et une baisse de l'épargne d'au moins 25% entre 2021 et 2022. C'est difficile. Cette dotation peut couvrir jusqu'à 50% de la hausse due au relèvement du point d'indice et jusqu'à 70% de la hausse des dépenses dues à l'inflation des prix de l'énergie et des produits alimentaires. La dotation sera versée en 2023. La loi de finances pour 2023 a instauré un nouveau dispositif d'aide. Présenter une épargne brute 2023 en baisse de plus de 15% par rapport à 2022. Pour les communes, le potentiel financier par habitant doit être inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes de même strate démographique. La dotation est égale à 50% de la différence entre l'augmentation des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2022 et 2023 et 50% de celle des recettes réelles de fonctionnement. Pardon. La reconduction du bouclier tarifaire et la mise en place de l'amortissement électricité. Le dispositif du bouclier tarifaire mis en place en 2022 est prolongé en 2023 pour les plus petites collectivités. Pour celles qui ne bénéficient pas de ce bouclier, la loi de finances pour 2023 a mis en place un amortissement électricité dès le 1er janvier 2023. Pour les collectivités concernées, l'État va prendre en charge 50% de la facture d'électricité pour les tarifs compris entre 180 et 500 euros le mégawattheure. Donc, nos orientations budgétaires, les efforts de gestion indispensables pour accompagner les actions sur le levier fiscal. Donc, une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement associées au levier fiscal. Les résultats de 2022 font apparaître une situation financière qui semble à première vue plutôt satisfaisante. L'excédent de fonctionnement est plus important que l'an passé, proche de 1,9 million d'euros contre 1,5 en 2021. Cependant, une analyse plus fine, ces résultats, on peut dire que cette situation est passagère et masque des difficultés structurelles. Le niveau des recettes de fonctionnement est certes plus important qu'en 2021, l'équivalent de plus de 4 millions de recettes supplémentaires, mais parmi elles figurent les recettes non pérennes, produits de la cession d'une parcelle pour 2,8 millions d'euros, dotation de compensation du taux syndical de la taxe d'habitation 115 000 euros, régularisation au niveau des remboursements de frais de voirie par le GPSEA au titre des années 2020 et 2021 pour 109 000 euros, acompte au titre d'un filet de sécurité 95 000 euros, régularisation de la cotisation de Ciresco pour 41 000 euros. Le point positif qu'il convient de relever, nous constatons que certains postes de recettes retrouvent des niveaux comparables à ceux constatés avant la crise sanitaire. Tout d'abord, au niveau des recettes liées aux prestations de services. Nous avions connu une importante baisse lors de la crise sanitaire qui avait perduré l'an passé, mais dans une moindre mesure.
Elles augmentent cette année de 189 000 € par rapport à 2021. Les subventions présentent également une évolution favorable. La CAF a ajusté ses subventions à la hauteur suite au retour à la normale des activités habituellement subventionnées. Elle a versé des subventions pour les nouvelles structures petite enfance, crèches privées et RPE. Au total, les subventions ont augmenté de 253 000 par rapport à 2021. Les recettes fiscales sont également en hausse, de plus 501 000 par rapport à 2021, du fait principalement de la croissance forfaitaire des bases de plus 3,4% en 2022. Cependant, toutes les recettes supplémentaires ne permettent pas de compenser la hausse très significative des dépenses de fonctionnement. Très forte augmentation sur les dépenses courantes, plus 499 000, et notamment augmentation de 164 000 pour les factures de gaz, de 160% pardon, pour les factures de gaz, plus 85% pour les factures d'électricité, malgré la mise en place de mesures de sobriété énergétique, 19% sur les denrées alimentaires, sans compter l'impact de l'inflation sur nos contrats et nos marchés. Augmentation des charges financières du fait de la hausse des taux bancaires, plus de 1 000 €. Très forte hausse des dépenses de personnel, plus 325 000 €. En outre, si on neutralise l'impact de la cession sur la section de fonctionnement, on s'aperçoit que les dépenses de fonctionnement ont augmenté d'environ 10% contre 7% pour les recettes. Et par voie de conséquence, l'excédent serait fortement en baisse et non en augmentation. Face au constat de dégradation de la situation budgétaire, nous avons pensé un temps que les collectivités étaient susceptibles de remplir tous les critères relatifs au dispositif de filet de sécurité. C'est la raison pour laquelle nous avions demandé le versement d'un acompte. Mais la situation budgétaire s'est nettement améliorée en fin d'année et il semble que la ville ne remplisse plus l'ensemble des critères. Nous anticipons donc un remboursement de cet acompte sur le budget qui était de 95 000 €. Notre programme d'investissement a été aussi marqué par des surcoûts budgétaires du fait de l'augmentation des coûts des matières premières. Malgré cela, la ville a pu investir pour 3,8 millions d'euros en 2022. Elle a financé en partie cet investissement en mobilisant un emprunt relativement limité puisqu'elle a tout de même pu se désendetter. Ces tendances pour l'année 2022 vont malheureusement s'accentuer pour 2023, puisque nous allons subir pleinement l'impact de l'inflation et de la revalorisation du point d'indice, qui est lui estimé à 250 000 pour l'année. Dans le détail des dépenses de fonctionnement évoluent de la manière suivante par rapport à 2022. Plus 398 pour les dépenses courantes, donc plus 495 000 pour les dépenses de personnel, plus 168 000 pour le FCCT, plus 95 000 pour les charges financières. Les recettes de fonctionnement évoluent à la hausse grâce à la croissance forfaitaire importante des bases fiscales en 2023, plus, je rappelle, plus 7,1%, et aussi l'augmentation des dotations, mais elles le font dans une moindre mesure par rapport aux dépenses. L'effet ciseau déjà présent en 2022 va donc s'amplifier de manière significative. Face à ce contexte, il va falloir accentuer les efforts de rationalisation, mais ce ne suffira pas pour équilibrer le budget et dégager des marges de manœuvre. Nous sommes donc contraints d'augmenter les taux de fiscalité à hauteur de 2% afin d'offrir un niveau identique de services rendus à la population et continuer à autofinancer au maximum les dépenses d'investissement, qui se maintiennent à un niveau élevé de plus de 5 millions d'euros en 2023. Pour cette année 2023, la municipalité doit poursuivre plus fortement la démarche qu'elle a engagée depuis un certain nombre d'années pour rechercher et optimiser dans ses dépenses en matière de ressources humaines afin de contenir l'accroissement naturel de ce poste de dépenses. En effet, en 2022, les dépenses de personnel ont connu une forte augmentation de 3,8% et devraient à nouveau augmenter en 2023 de 5,5%. Cette évolution résulte par ordre d'importance de la revalorisation du point d'indice de 3,5% en juillet 2022,
des bases successives de SMIC en octobre 2021, plus 2,2%, en janvier 2022, plus 0,9%, en mai 2022, plus 2,65%, et en août 2022, plus 2,01%, et des revalorisations des échelles indiciaires. De la revalorisation des régimes indemnitaires intervenus en janvier pour la filière médico-sociale, du solde glissement vieillesse technicité comprenant les avantages d'échelonnement de grade, les promotions internes et l'effet de Noria, c'est-à-dire la différence de rémunération entre les agents sortants et entrants. Des dépenses de personnel pour l'organisation des élections présidentielles et législatives, 4 tours en 2022 contre 2 en 2021. Cette augmentation a été ralentie par une optimisation des ressources en interne, notamment grâce au recrutement par le biais de mobilité interne ou bien des agents en reclassement. Le recrutement d'agents issus du dispositif Parcours Emploi Compétences, c'est-à-dire le PEC. La collectivité continue sa démarche de dépréciation des effectifs en limitant, de déprécarisation des effectifs, en limitant le nombre de recrutements de vacataires et en favorisant le recrutement par des postes permanents à temps plein. Le recours au recrutement sur la base des dispositifs des emplois aidés a été engagé en 2022 sur la même base que 2021. 3 agents ont été recrutés sur la base de ce dispositif PEC. En 2022, 3 apprentis ont été recrutés afin de favoriser les profils en cours d'apprentissage et valoriser les métiers de la fonction publique territoriale. S'agissant de la santé au travail, pour 2022, une consolidation des actions liées à la prévention au travail a été développée en favorisant notamment les campagnes de sensibilisation auprès des collaborateurs avec l'intervention collective et individuelle d'ergonomes rattachés à l'entreprise prestataire médicale. La sinistralité individuée sur la collectivité, bien que le nombre d'accidents de travail soit conséquent, le nombre de jours d'arrêt reste limité. En 2022, 41 accidents du travail ont été déclarés qui correspondent à 541 jours d'arrêt. Les efforts engagés par la collectivité ont permis de diminuer d'environ 5% le coût lié à l'assurance statuaire. Pour 2023, plusieurs axes de travail en matière de RH seront développés. Travailler les leviers pour assurer la santé et la sécurité au travail des agents municipaux, avec la mise en place d'un document unique d'évaluation des risques professionnels afin de sensibiliser les agents et le personnel encadrant. Ce travail sera engagé en lien direct avec les agents municipaux ainsi que les encadrements. L'intervention d'un agent chargé de la fonction d'inspection est prévue pour assurer les missions d'inspection au sein des services sur la base de la convention signée avec le centre de gestion. La désignation d'une assistante de prévention a été actée lors du dernier comité social territorial. Optimiser les ressources internes en favorisant des mobilités internes et les mutualisations entre services afin de gagner en efficacité et assurer une qualité de service optimum. La mise en place de procédures internes afin de responsabiliser les services et les élus est prévue afin de conforter l'aide à la décision. Exemple, procédure de demande de préalable d'heures supplémentaires dans le but de limiter le volume global d'heures supplémentaires à payer et favoriser la prise d'heures de récupération. Et élaborer un plan de formation en cohérence avec la prévention des risques professionnels. Vous avez en support donc des camemberts donc vous constatez que nous avons 33% d'agents contractuels contre 67% d'agents fonctionnaires. Répartition donc des agents de catégorie C pour 76%, des agents de catégorie B pour 16% et des catégories A pour 6%. Ensuite, la répartition des effectifs par filière. Donc, je vous laisse découvrir ce camembert pendant que je me désaltère.
Alors, un endettement maîtrisé. Depuis plusieurs années, grâce à des efforts certains réalisés sur la section de fonctionnement, la ville est parvenue à réaliser un programme d'investissement ambitieux, en moyenne 3,5 millions d'euros d'investissement par an depuis 2019, tout en contenant son encours de dette. En 2022, les investissements ont encore été importants avec le total de 3 814 000 euros de dépenses. Pour les financer, la ville a contracté un prêt d'un montant de 1 million qui n'a pas été encore mobilisé. L'encours de dette de la ville est ainsi passé de 10 365 au 31/12/2021 à 10 328 au 31/12/2022, soit 847,65 € par habitant. La ville s'est donc légèrement désendettée. Vous avez un histogramme de l'endettement de la ville dans les années. Ensuite, vous avez un graphique qui montre l'impact qui représente le nouvel emprunt en termes de remboursement du capital de la dette et le profil des sanctions de la dette. Donc l'encours de dette est composé de 18 emprunts et d'un contrat revolving. La structure de la dette reste équilibrée avec une part de 69,26% de dette à taux fixe et de 30,64% de dette à taux variable. La forte remontée des taux intervenus dans l'année 2022 a eu un impact important sur les taux moyens de notre dette globale. Ce dernier a en effet passé de 1,67% fin 2021 à 2,24% en 2022. Tous les contrats de la ville appartiennent à la catégorie A-1 suivant la classification Gissler, correspondant au plus faible degré de complexité et de risque en cours des produits financiers. Vous avez la répartition par rapport à tous nos organismes qui nous prêtent. La durée de vie résiduelle des emprunts est de 12 ans et 11 mois, et leur durée de vie moyenne est de 6 années et 8 mois. La capacité de désendettement est un indice intéressant pour mesurer la solvabilité de la collectivité. Il consiste à déterminer le nombre d'années qu'il faudra pour rembourser la dette avec l'épargne brute dégagée. Au-delà de 10 ans, la situation des collectivités est jugée préoccupante. La loi de programme de finances publiques fixe désormais un plafond de 12 ans pour les communes et les EPCI. En 2022, l'épargne brute dégagée permettrait de rembourser le stock de dette en 2,7 ans. Le ratio est très largement amélioré par rapport à l'an passé qui était de 7,5% en 2021. En raison d'une forte progression de l'épargne qui s'explique par le versement d'une recette exceptionnelle de la cession du terrain pour 2,8 millions. Si l'on devait neutraliser l'impact de cette cession, le ratio serait de 9,8 ans, soit une nette dégradation par rapport à 2021. Les orientations pour 2023, au niveau de la section de fonctionnement. Les orientations sur la recette de fonctionnement, donc les dotations de compensation. Ces recettes sont estimées à 2 488 000 euros. Consiste donc la dotation globale de fonctionnement, la DGF, la différence de composants de DGF évolue de la manière suivante. Une dotation forfaitaire en 2023, la dotation forfaitaire est estimée à 1 363 000 sur une augmentation de 9 000 euros par rapport à 2022. La dotation de solidarité urbaine, elle est estimée à 358 000 euros en 2023, soit une augmentation de 11 000 euros. La dotation nationale de péréquation, cette dotation est estimée à 73 000 euros en 2023, soit un montant identique 2022. Une courbe de l'évolution de la DGF, et malheureusement, on est dans des années basses. Le graphique, d'après la forte baisse constatée en 2014 avec l'instauration de contribution au redressement des comptes publics, la DGF se maintient dès lors à son niveau de 2017 suite à l'engagement de stabilité de l'État fixé par la loi de programmation du financement public 2018-2022. Pour 2023, la DGF devrait connaître une légère hausse compte tenu de l'augmentation de la population et de l'évolution de péréquation.
Le Fonds de solidarité des communes de la région parisienne, cette dotation est estimée à 657 000 euros, soit une augmentation de 52 000 euros. Et vous avez un tableau récapitulatif de toutes les évolutions que l'on vient d'évoquer depuis les années 2014 jusqu'à maintenant et même après. Compensation fiscale devrait, quant à elle, s'élever à 21 000, soit une augmentation de 5 000 euros. Fiscalité locale, la fiscalité directe. Donc, dans l'attente de la notification des bases prévisionnelles 2023, nous avons pris, pour plus de sécurité et de prudence, une hypothèse d'absence de croissance physique des bases. Pendant 7 ans, nous n'avons pas augmenté les taux de fiscalité. Malheureusement, pour des raisons d'équilibre budgétaire, nous sommes contraints de prévoir pour 2023 une augmentation de 2% du taux d'imposition de la taxe foncière et de la taxe habitation des résidences secondaires et autres meublés non affectés à l'habitation principale. En intégrant l'hypothèse de base du taux, la revalorisation forfaitaire des bases de 7,1% et une hypothèse d'absence de croissance physique du produit prévisionnel des impôts est estimée à 10 685 000, soit plus 834 000 euros par rapport au produit fiscal 2022 hors rôle supplémentaire. Afin de compenser la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, la part de taxe foncière sur les propriétés bâties du département a été transférée à la commune depuis 2021. Dans le cadre du vote du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties, le conseil municipal a donc voté un taux égal à la somme des taux du taux communal et départemental appliqué en 2020 sur le territoire de la commune. Le taux départemental transféré étant de 13,75%, le taux communal est de 37,24%. La taxe d'habitation des résidences secondaires et autres meublés non affectés à l'habitation principale a été maintenue et son taux figé depuis 2019 ne peut pas être reconduit automatiquement. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal doit voter un taux pour cette taxe avant le 15 avril 2023. Le tableau ci-dessus montre le niveau des taux de 2023 avec l'augmentation de 2% envisagée. Vous avez le tableau, donc taxe d'habitation, du foncier bâti et donc vous avez aussi un histogramme de l'évolution des produits. Donc l'augmentation des taux votés par la ville en 2015 et celle liée au transfert des taux votés par la communauté d'agglomération des Hauts-Val-de-Marne en 2016 ont entraîné une hausse des produits fiscaux. Mais depuis, face à une croissance physique des bases assez limitée, l'augmentation des produits fiscaux s'explique principalement par la revalorisation forfaitaire des bases. En 2021, on constate la suppression des produits de taxes d'habitation pour la résidence principale, compensée par l'augmentation des produits de taxes liées au transfert de la part départementale. L'augmentation des produits en 2022 est liée à l'augmentation importante de la croissance forfaitaire des bases. En 2023, les produits fiscaux continuent leur progression grâce à l'effet cumulé de la croissance forfaitaire des bases et de l'augmentation du taux. En fiscalité indirecte, la fiscalité indirecte repose principalement sur 3 types de recettes. Les droits de mutation, la taxe locale sur la publicité extérieure et la taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Ces recettes sont soumises à des aléas, notamment la dynamique du marché de l'immobilier. Elles doivent donc être estimées prudemment. C'est la raison pour laquelle nous proposons de fixer le droit de mutation à 400 000 euros, la taxe pour l'électricité à 190 000 euros et la TLPE, publicité, pour 100 000 euros. Par prudence, nous avons reconduit l'ensemble des montants du BP 2022. Après une baisse liée au droit de mutation en 2020, compte tenu d'un ralentissement des transactions immobilières sur la ville en période de crise sanitaire, les recettes se stabilisent à hauteur de 600 000, mais sans atteindre cependant des niveaux constatés avant la crise sanitaire. Pour 2023, nous avons reconduit par prudence le montant de 2022, ce qui explique cette baisse.
La taxe sur l'électricité a très peu évolué ces dernières années. Cette stabilité sera peut-être remise en question avec la réforme en cours de cette taxe. Après le pic de recettes constaté en 2019 suite à le recouvrement des recettes dues au titre de l'exercice 2018, la TLPE a connu une baisse des redevables ayant adapté leur dispositif publicitaire tant au niveau de la taille qu'à leur quantité pour payer moins de taxes. Mais elle s'est stabilisée dès lors. L'évolution devrait se poursuivre en 2023. Les autres produits, l'attribution de compensation. Depuis la mise en place de la métropole du Grand Paris, la ville perçoit une attribution de compensation métropolitaine en lieu et place de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité versée par la communauté d'agglomération du Haut-Val-de-Marne, 1 303 000. Le montant de l'attribution métropolitaine est majoré d'une compensation de la part salaire d'un montant de 587 000 qui est reversé au territoire Grand Paris Sud-Est Avenir via le fonds de compensation des charges territoriales. Ça s'appelle tout ça les flux financiers. En l'absence de nouveaux transferts de compte de la MGP, il est proposé pour 2023 de maintenir le montant de l'attribution de compensation de 2022 qui était de 1 888 000. Le remboursement des dépenses prises en charge par la ville relevant de la compétence territoriale. Nous avons prévu une recette de 64 000 € au total pour le remboursement des frais d'entretien des voiries territoriales et des frais de fonctionnement de la bibliothèque. Nous n'avons pas reconduit le montant réalisé en 2022 car la régularisation des années antérieures sont intervenues durant cette année. Remboursement de frais de 2020 et 2021 pour les voiries territoriales. Les produits de service et produits de gestion courante. Les produits sont prévus à hauteur de 1 237 000 pour les usagers, moins 15 000 par rapport au BP 2022 et à 278 000 € pour les produits de gestion courante, plus 21 000 € par rapport au BP 2022. L'évolution des produits de service s'explique principalement par la suppression des recettes pour les activités et séjours seniors, du fait de leur transfert sur le budget du CCAS, et également par l'augmentation des redevances par occupant pour occupation du domaine public. Vous avez la courbe des... Donc après une stabilité durant plusieurs années, les produits de service ont connu une très forte chute en 2020 du fait de la crise sanitaire. On peut voir qu'ils ont à nouveau augmenté en 2021 et 2022 pour atteindre le niveau d'avant-crise. Les recettes prévues pour 2023 sont marquées par une baisse en raison des transferts sur le budget CCS des recettes liées aux activités et séjours des seniors pour un montant total de 42 000 €. En parallèle, les dépenses liées aux activités et séjours des seniors ont également été transférées sur le budget du CCAS. Des recettes supplémentaires viennent compenser cette perte de recettes, nouvelles redevances d'occupation du domaine public et des charges liées aux loyers communaux auparavant comptabilisés avec les loyers. Le poste des produits de gestion courante évolue également à la baisse compte tenu des plusieurs recettes exceptionnelles versées en 2022. Régularisation du CRESCO pour les repas 2021 et remboursement de sinistres, et également du fait de transfert de charges des loyers sur le poste des produits et des services. Les subventions et participations. Il est proposé de fixer le montant des subventions à 1 052 000, soit une légère baisse des subventions de 19 000 € par rapport au montant prévu en 2022. Cette baisse s'explique par un réajustement des subventions de la DIPAS et de la CAF. Après une forte baisse des subventions 2021 suite à la crise sanitaire, les subventions repartent à la hausse en 2022 et atteignent un montant comparable à celle d'avant-crise. Nous avons notamment perçu en année pleine les subventions versées pour la crèche privée et pour le relais petite enfance.
Pour 2023, les subventions devraient se maintenir à un niveau quasi identique à celui de 2022. Afin de garantir un excédent de fonctionnement supérieur au remboursement du capital de la dette, 1 098 000, en 2023, il est proposé d'affecter une partie d'excédent de fonctionnement dégagé en 2022. La somme affectée est inférieure à celle de l'an dernier et devrait atteindre 700 000 € au lieu de 1 100 000. Le maintien d'un excédent de fonctionnement satisfaisant passe également par une action de nos dépenses. Les orientations de nos dépenses de fonctionnement sont les suivantes. Charges personnelles, ce poste est estimé à 9 475 000 €, soit une augmentation de 495 000 € par rapport au dernier budget. Après une relative stabilité des charges personnelles entre 2018 et 2020, les charges personnelles sont reparties mécaniquement à la hausse. Toutefois, elles l'ont fait de manière moins prononcée en 2022, alors même que nous avons subi l'impact des mesures réglementaires. La revalorisation du point d'indice de 3,5 fait à partir du 1er juillet 2022. Les augmentations successives du SMIC, la revalorisation des carrières et rémunération des agents de catégorie C suite aux revalorisations du SMIC et l'amélioration des débuts de carrière des agents de catégorie B. En 2023, nous anticipons une augmentation plus marquée qui traduit les répercussions en année pleine des recrutements et des mesures réglementaires intervenant en 2022, auxquelles s'ajoute la progression mécanique des évolutions de carrière liées notamment au glissement vieillesse, technicité. Seule une politique de rationalisation poussée des ressources humaines nous a permis de faire face à cette évolution. Les charges de gestion courantes. Ce poste est estimé à 5 367 000, soit une augmentation de 398 000 € par rapport à 22, plus 8,3%, 0,3%. Cette évolution s'explique l'augmentation de plusieurs postes de dépenses. Le chauffage, plus 227 000. L'électricité, plus 154 000. La maintenance, plus 40 000, dont 18 000 pour l'entretien des espaces verts. La participation à la brigade des sapeurs-pompiers, plus 31 000. La taxe foncière, plus 28 000. Et l'assurance, plus 25 000. Le feu d'artifice, 20 000. Le remboursement de l'avance du filet de sécurité, 95 000, puisqu'on n'est plus éligible apparemment. Le second acompte de la participation, 60% de la participation versée à la SMA-AP pour compenser le défrichement de la parcelle sur laquelle est situé le parc Jaurès, moins 49 000. La suppression et la baisse de plusieurs postes de dépenses, et notamment la suppression des crédits par rapport aux animations et voyages des seniors qui sont transférés sur le budget CCS, moins 52 000. La baisse des crédits pour l'entretien de la voirie, moins 30 000, et de l'éclairage public, moins 20 000. La comptabilisation des dépenses de portage des repas au niveau du FCCT, moins 20 000, et la baisse des frais de télécom, moins 18 000, et des arbitrages divers pour moins 33 000. Malgré les efforts de rationalisation qui ont été réalisés par la municipalité depuis plusieurs années, les dépenses courantes ont fortement augmenté en 2022 du fait de l'inflation et de l'explosion des factures d'électricité et chauffage. Même en essayant de contenir la dépense des services au maximum, nous n'avons pas pu compenser cette hausse qui représente un surplus de dépenses de près de 500 000 €. Pour 2023, nous anticipons une hausse de dépenses qui s'explique par la hausse des dépenses évoquées précédemment et par une hypothèse de fonctionnement normal des services. Donc le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, donc ce mécanisme de péréquation horizontale est calculé au niveau de l'ensemble intercommunal. Au sein de la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux constituent l'échelon référent. La mesure de la richesse s'effectue de manière consolidée via le potentiel fiscal agrégé. Paradoxalement, la ville se trouve contributrice du FPIC au même titre que le territoire, alors qu'elle bénéficie par ailleurs de dotations de solidarité, DSU et SFRIF. Comme l'an dernier, la ville devrait donc acquitter le montant de droit commun qui est prévu à hauteur de 41 000 €, légère hausse de 2 000 € quand même.
Jusqu'en 2015, avec la montée en charge du dispositif, le FSIC a évolué à la hausse. En 2016, du fait de l'intégration de la ville dans le territoire, le montant du FSIC a baissé jusqu'en 2021 et s'est stabilisé dès lors. Cela devrait donc être encore le cas 2023. Le fonds de compensation des charges territoriales, appelé donc FCCT. Dans le cas de l'organisation financière liée au Grand Paris, chaque commune, membre du territoire Grand Paris Sud-Est à venir, a l'obligation de verser une contribution au titre du fonds de compensation des charges territoriales. Le montant de cette contribution correspond au produit fiscal perçu auparavant par la commune d'agglomération du Haut-Val-de-Marne, majoré du taux de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives et de la compensation de la part salaire. Le montant est révisé chaque année pour tenir compte de nouvelles compétences transférées. À partir de 2021 s'applique le pacte financier adopté à l'unanimité lors du Conseil du territoire du 12 octobre 2022. Il comporte 2 mécaniques. Le premier, déjà appliqué d'actualisation légale du FCCT, correspond à l'évolution de l'indice des prix à la consommation qui serait de 7,1%. Le second mécanisme de garantie mutuelle, plancher-plafond et plancher atténué, consistant à l'application d'un plancher et d'un plafond de contribution au FCCT fixés respectivement à 25 et 35% de la dynamique de la fiscalité perçue par la commune, d'un taux maximum d'actualisation du FCCT après application éventuelle du plancher ne dépasse pas 1,1% par rapport au taux maximal légal, en l'espèce, donc 7,1%. Pour 2023, donc, le montant du FCCT devrait atteindre 2 593 000, soit une augmentation de 168 000 € par rapport au budget 2022. Donc, le graphique montre une hausse continue du FCCT au fur et à mesure de l'actualisation forfaitaire, mais aussi du transfert des charges intervenues en direction du territoire. Donc la bibliothèque municipale en 2017, une partie des voiries et compétences produits floraux et arboricoles en 2018 et l'aménagement de l'espace 2019, le portage des repas en 2022. Le FCCT continuera d'augmenter en 2023 de manière plus marquée du fait de l'augmentation importante de l'actualisation forfaitaire, de l'impact en année pleine du partage des repas et celui du nouveau mécanisme plancher-plafond. Les charges financières. Pour 2023, ces charges sont estimées à hauteur de 290 000. Elles comprennent principalement les intérêts des emprunts. Le niveau des intérêts a fortement augmenté par rapport à l'an passé. Ce poste connaît en effet une hausse de 95 000 € par rapport au BP 22. Donc l'évolution des charges. Jusqu'à présent, les frais financiers se maintenaient à un niveau relativement stable depuis quelques années grâce à la faiblesse des taux d'intérêt, ce qui nous a permis de limiter l'emprunt de... Oh là là. Bon. J'étais à quelle page, là, vous savez dit non. Comment? Attends, je vais te le donner parce que moi, c'est 24 ou 53 qui t'avait écrit. Tu veux poursuivre là-dessus? Ah, parce que t'es... Moi, je l'ai. Ah bon? Ouais, ben merci. Oui. C'est pas grave. Non. Bon, donc... Donc, cependant, la hausse des taux s'est fortement accentuée courant 2022 et devrait continuer en 2023. Cela s'est traduit par une véritable explosion de nos charges financières en 2023, plus 49% par rapport au BP 2023. Il faudra donc veiller à maîtriser notre dette pour éviter d'alourdir le poids des frais financiers sur notre section de fonctionnement. Au niveau de la section d'investissement, les orientations sur les dépenses d'investissement sont les suivantes. Les dépenses d'équipement,
Elles sont proposées à hauteur de 3 294 000 et se structurent autour de 3 types d'opérations. Les opérations récurrentes. Donc de nombreux travaux seront engagés dans les bâtiments communaux pour un montant total de 665 000 euros et notamment les travaux de rénovation du bureau de la police municipale situé au sous-sol de l'hôtel de ville, 75 000, les travaux de rénovation des sanitaires de l'école élémentaire Kergomar, 80 000, les travaux de rénovation de la façade de l'école élémentaire Lamartine, 20 000, les travaux de remplacement du grillage et du filet par ballon du stade Léo Lagrange, 25 000, les travaux de remplacement des volets roulants du club ado, 35 000, les travaux de rénovation du sol de la maison pour tous, pour 36 000, les travaux de ravalement des façades du centre commercial, 38 000, et les travaux de rénovation des logements Lamartine, 27 000. Une somme de 575 000 sera consacrée à la modernisation des services, donc par l'acquisition de matériel, mobilier, véhicules et logiciels. En matière de voirie, une somme de 565 000 est inscrite et financera notamment les travaux de voirie et d'enfouissement des réseaux Allée de la Fontaine pour 300 000, les travaux de réfection de la cour et de l'aire de jeu de l'école maternelle Lamartine, 80 000, les travaux de modification du giratoire et de la rénovation de la chaussée rue de Normandie pour 70 000, les travaux de création de trottoirs et d'un plateau dans le nouveau quartier du Chemin Vert pour 51 000. Le budget éclairage public à hauteur de 549 000 intègre le marché CREM, conception, réalisation, exploitation, maintenance pour la gestion et la performance énergétique de l'éclairage public. Parmi les opérations retenues pour 2023 figure le remplacement des candélabres allée des Clématites pour 152 000, allée des Noisetiers pour 74 000, allée des Noyers pour 56 000, rue de Normandie 53 000, allée des Amandiers 45 000, allée de la Fontaine 21 000, et les travaux de rénovation des feux tricolores de l'armoire SLT au niveau du carrefour Maréchal Mortier Claudel Péguy pour 80 000. Des opérations spécifiques. En premier lieu, nous sont programmées des études relatives aux travaux de création d'un accueil de loisirs pour le groupe scolaire Lamartine, ainsi que les travaux de démolition du logement situé sur la parcelle de cette future structure pour un montant de 600 000 euros. La somme de 80 000 euros est reconduite pour les travaux de réhabilitation de la toiture et des façades de l'église. Enfin, afin de renouveler les installations de vidéoprotection, une somme de 58 000 sera inscrite. Pour finaliser l'opération de création du parc Jean Jaurès, une enveloppe de 66 000 est programmée cette année. Ces opérations font ou feront l'objet auprès de différents organismes, contrats régionaux, bien sûr, subventions auprès de la direction des affaires culturelles, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, la Caisse d'allocation familiale. Les études avant travaux et sur les projets à venir. Comme chaque année, la ville a prévu un budget pour des études préalables à des opérations qui se réalisent dans les années ou dans les projets à venir. Cette année, le budget s'élève à 136 000. Ce budget intègre notamment le diagnostic amiante pour les travaux de voirie, d'enfouissement des réseaux, les travaux dans les bâtiments, les études et l'achat d'une parcelle en vue de la création d'un parking dans le secteur Libération Jaurès. Après un fléchissement des dépenses en 2020 et 2021, du fait de la crise sanitaire et du report de plusieurs opérations, notamment celle du parc Jean Jaurès, nous pouvons constater que le rythme soutenu des dépenses d'équipement, avec une moyenne supérieure de 3,5 millions d'euros depuis 2019. D'importantes opérations ont été réalisées, réhabilitation de la salle des mariages, création du RPE, création du parc Jaurès, sans oublier les travaux d'éclairage public, marché crème et des travaux de voirie. Les dépenses d'équipement vont continuer à augmenter en 2021 pour atteindre un montant total de plus de 5 millions d'euros. Et nous en prenons compte, si nous prenons en compte bien sûr les reports 2022. Le remboursement du capital de la dette, celle-ci s'élève à 1 098 000. Les orientations sur les recettes d'investissement sont les suivantes.
Le financement envisagé par le programme d'équipement proviendra notamment d'un emprunt, 1 093 000, de l'épargne, 1 126 000, les fonds de compensation de la TVA pour 450 000, de la taxe locale d'aménagement pour 50 000, de la dotation de soutien à l'investissement local, le DESI, à hauteur de 20 000, de la cession d'une parcelle au syndicat des voiries de la Curbry-Pont-au-Combo pour 20 000 euros. Entre 2017 et 2019, la stabilisation des dotations et un effort de rationalisation très important sur les dépenses courantes et sur les dépenses de personnel ont permis d'augmenter l'épargne de matière importante. Entre 2020 et 2021, on constate une dégradation du niveau d'épargne qui s'explique par la baisse des recettes en raison de la crise sanitaire, beaucoup plus importante que la baisse des dépenses, et par la nouvelle charge induite par la création de la crèche privée et du RPE. En 2022, l'épargne augmente très fortement, mais de manière artificielle, en raison donc de la comptabilisation d'un produit de cession exceptionnel à hauteur de 2,8 millions. La forte dégradation 2023 est liée aux effets cumulés de l'inflation et de la revalorisation du point d'indice mis en œuvre courant 2022. Les efforts sur l'ensemble du poste de dépenses devront donc être maintenus, voire accentués, pour que la situation budgétaire de la ville reste saine. Donc, en synthèse, les orientations budgétaires 2023 se définissent de façon sur grande ligne par des dépenses de fonctionnement de plus de 2,83%, c'est-à-dire 503 000, des recettes de fonctionnement de 5,38%, plus 953 000, une augmentation du taux des impôts locaux, 2%, des dépenses nouvelles d'équipement, 3 294 000, un emprunt de 1 093 000, un désendettement de 4 000 euros, endettement de 996 euros en tenant compte du report de l'emprunt contracté en 2022. Après l'épisode de la crise sanitaire qui a fortement impacté les exercices budgétaires 2020 et 2021, de nouvelles contraintes pèsent sur les exercices 2022 et 2023. La hausse soudaine et brutale du cours des matières premières en raison d'un niveau d'inflation inédit depuis les années 80. Ou encore la hausse des points des dépenses de personnel résultant des mesures réglementaires. Malheureusement, l'ensemble des efforts de la gestion conduits ces dernières années par la municipalité ne permettent plus de faire face à cette double contrainte. Nous sommes dans l'obligation d'augmenter le taux de fiscalité qui avait été jusqu'à présent maintenu à leur niveau de 2015. Si la contrainte devait se poursuivre de manière comptable, au-delà de 2023, il faudra envisager de mettre en œuvre des réformes structurelles permettant de passer ce cap conjoncturel, ce qui permettra de sécuriser la situation financière de la ville et donc ses capacités futures de financement des investissements, mais aussi d'assurer le financement des priorités municipales et répondre ainsi aux besoins de sa population. Le contexte actuel est marqué d'incertitudes. À court terme, avec la question de la crise énergétique, et à moyen terme, avec l'impact de la réforme fiscale et la réforme des indicateurs financiers. Ces éléments empêchent une visibilité pourtant indispensable pour gérer un budget efficace et nous amèneront à plus grande prudence. Donc, en conclusion, je vous propose que les orientations générales du BP 2023 soient débattues dans le contexte développé ci-dessus. Je vous remercie. Eh bien, écoute, un grand merci, parce que, sans compter la panne d'électricité... En plus, oui. En plus, mais enfin bon, chapeau. Bon, alors, on passe au débat. Qui veut intervenir en premier? Alors, Martine Naubry, écoutez, rapprochez bien votre micro, qu'on puisse vous entendre. En général, on m'entend assez bien. Déjà un petit mot, parce que malheureusement, je ne suis pas dotée du don d'ubiquité, sinon...
J'aurais aimé être ce soir place du Trocadéro ou place de la Concorde et en même temps ici à siéger au conseil municipal sur une affaire importante puisque c'est un débat sur les orientations budgétaires. Voilà, donc je tenais à le dire parce que l'actualité, on y fait référence dans ce rapport aux lois qui passent, 49.3, etc. Donc je ne pouvais pas m'empêcher que de donner un petit mot par rapport à ce qui se passe en ce moment. Mais je vais revenir sur les orientations budgétaires. Merci pour ce rapport extrêmement précis et détaillé, mais qui, pour nous, pour notre groupe, est plutôt un document de gestion budgétaire comptable qu'un rapport d'orientation politique budgétaire. En effet, il nous semble que sur le fond, il ne pose pas d'option politique, puisqu'il n'est jamais question des Codassiennes et des Codassiens dans ce rapport, juste à la dernière ligne de la page 27, où on nous parle de répondre aux besoins de la population. Mais sinon, ils ne sont pas mentionnés. Nous y observons et y traduisons une volonté de poursuivre et d'accélérer les excédents qui n'ont pas, à notre avis, de bonnes raisons d'être portés au niveau où vous les estimez nécessaires. En effet, quelles en ont été en 2021 et 2022 les retombées concrètes et positives pour les habitants de notre commune? N'est-ce pas à cause de cette gestion du tout excédent et le faible niveau de l'augmentation des dépenses en termes d'énergie et d'alimentation que notre collectivité a été in extremis privée de la compensation à laquelle nous pensions pouvoir prétendre? J'ajouterai qu'une fois encore, le gouvernement gouverne avec des lois de finances qui sont décrétées en fin d'exercice de l'année précédente pour des préparations budgétaires qui doivent, du coup, s'inventer sans des bases claires. Ça n'est pas la première année que c'est comme ça, c'est récurrent. Mais ce gouvernement, et je pense que la majorité ici présente autour de cette table le soutient, est aussi celui qui supprime la taxe d'habitation et donc va reprendre d'une main, via les taxes telles que la TVA et l'augmentation des bases de calcul des taux, ce qu'il a donné de l'autre. Nous sommes donc au clair avec l'exposé que vous nous avez fait des difficultés qui sont très bien décrites quant aux conséquences de la crise. Alors, pour nous, il n'est pas nécessaire de poursuivre dans cette voie en laissant penser que les dépenses imprévues et honorées en 2022 vont se poursuivre telles quelles en 2023. Rien ne l'indique pour le moment. Nous observons que malgré celle-ci, nous disposons fin 2022 d'un excédent déjà bien important. Vous nous proposez une augmentation de 2% de la fiscalité locale. Il s'agit pour nous d'une mesure que nous considérons comme injuste et contre-productive. En effet, cette augmentation vient s'ajouter à l'augmentation des bases qui, elles, atteignent un record, plus 7,1%, alors qu'elles avaient déjà fait un bond l'an dernier de 4%. Donc, en 2 exercices, on va atteindre une augmentation de plus de 11%. Au final, pour 2023, ce sont plus 9,1% d'augmentation, si l'on calcule les bases, et les 2% d'augmentation de la fiscalité locale. Qui va payer? Tous les accédants à la propriété et tous les propriétaires qui sont, pour certains, je dirais, trop riches pour être pauvres ou trop pauvres pour être riches. Les classes moyennes vont payer. Elles sont pourtant déjà mises à contribution partout et pour tout et s'en manifestent leur mécontentement à plusieurs reprises. Ces 200 000 euros que vont rapporter ces 2%, en quoi sont-ils indispensables? Nous ne sommes pas du tout d'accord avec cet aspect. Il n'est nullement nécessaire de vouloir maintenir un tel excédent, 1,9 million inscrit au futur budget. L'orientation politique que nous vous proposons est donc totalement contraire à celle-ci, ni écureuil, ni cigale, ce qui signifie aboutir à un excédent de fonctionnement, ni plus ni moins, identique aux recettes de fonctionnement. Voilà. Par ailleurs, toujours sur le fond, la lecture entre les lignes de ce rapport laisse supposer qu'il sera nécessaire de faire avec moins, c'est la page 21 qui nous inspire ce commentaire, puisque seule une politique de rationalisation, écrivez-vous, tout en essayant de maintenir les priorités, sans que l'on connaisse de quelles priorités il s'agit, par des réformes que vous appelez structurelles, on ne connaît pas lesquelles,
qui permettront de maintenir les services à la population. Avec ça, on est vraiment dans le vague, sinon, à lire entre les lignes, qu'il va y avoir des efforts à continuer de fournir sur l'ensemble des postes, voire à les accentuer. Sur la forme, dans ce rapport, de nombreux passages ne sont pas du tout accessibles à tous. Un langage technique qui n'est clair que pour les initiés. Je ne reviendrai pas sur la page 23. Monsieur Comparo a eu du mal lui aussi à la lire, voilà, parce que elle mérite une traduction en français intelligible pour tout le monde. Cette exigence nous apparaît d'autant plus nécessaire que nos débats sont retransmis sur les réseaux. Voilà pour l'essentiel. Notre avis, c'est que ces orientations sont à l'inverse des nôtres. Les nôtres, c'est remettre les caudassiens au cœur des enjeux de ce débat et leur donner un sas de respiration avec d'autres choix budgétaires. Par exemple, des repas à 1 € pour toutes les familles au quotient A, B ou C, ou encore la gratuité de tous les dispositifs de soutien scolaire, plutôt que les étrangler encore un peu plus au moment où bon nombre de nos concitoyens et de caudassiens ne savent plus comment finir leur mois. Voilà, je vous remercie. Très bien. Y a-t-il d'autres réflexions, d'autres remarques? Non. Ben, écoutez, Madame Aubry, effectivement, je crois, moi je n'ai pas bien compris, parce que je n'ai pas très bien compris votre début, en disant que ce n'était pas un rapport politique, mais un rapport technique. Et en fait, on ne parle pas le même langage, puisque vous êtes parti sur un rapport politique. Effectivement, donc on peut pas se retrouver, c'est pas possible, parce qu'en fait, malheureusement, entre ce qui est technique et ce qui est politique, il y a malheureusement un monde, et ce monde, c'est un monde qui est un monde financier, avec les entrées, les sorties, et malheureusement, on est obligé de tenir compte de ces éléments-là. Vous dites qu'il n'a pas été cité la population. La population n'a pas été citée seulement à la dernière page. Il est cité également, je ne sais plus à quelle page, mais je trouvais même que ça faisait un peu redite dans les pages précédentes, parce qu'effectivement, il est impératif que tout ce que nous faisons, on le fasse pour la population. Je crois que c'est clairement expliqué. C'est justement pour la raison pour laquelle ce n'est pas politique, mais que c'est technique. En ce qui concerne l'augmentation des impôts, il y a 2%, certes, sur une augmentation des valeurs locales, enfin de la valeur des taxes, enfin de la valeur locative, mais je vous rappelle, et je vous le rappelle chaque année, parce que c'est quand même pénible un petit peu ce genre de choses, c'est que pendant la période où vous étiez au pouvoir, vous avez augmenté de près de 10%. Avec, et si vous vous référez, je ne sais pas si on peut remettre le tableau précédent, là, concernant les... Non, tout à fait au début, où on a... attendez, peut-être c'est par là, encore plus haut, peut-être, encore, où on a, effectivement, c'est à propos de ce que l'on percevait. C'est juste avant le tableau, le grand tableau, je crois, là. Le grand tableau rectangulaire. Un peu au-dessus, un petit peu au-dessus, un peu au-dessus. Encore. Voilà. Top. Non. On remonte, voilà. Donc ici, nous avons l'évolution de la DGF. Alors, je ne vais pas partir depuis très loin, mais je pars simplement de 2012 et 2013. On voit très bien que sur ce tableau, il y a un sommet qui est en 2012, mais qui est un sommet qui était, on n'a pas fait 2011, 2008, etc., mais ce sommet était quasiment équivalent sur les années précédentes. On a vu un effondrement total à notre arrivée en 2014, avec un creux phénoménal en 2017. Nous n'avons fait qu'une augmentation de 2% des impôts,
Nous nous sommes stabilisés, mais là on vient de voir qu'on a malheureusement des problèmes qui viennent d'arriver, qui sont des problèmes de dépenses qui nous sont pas propres, puisqu'en fait ces dépenses, elles nous sont imposées, et notamment les dépenses qui nous sont imposées en matière de charges sociales et en matière je dirais de personnel. C'est-à-dire qu'on augmente très peu le personnel, mais on augmente beaucoup les charges sociales. Donc on a 3,5% d'augmentation, mais ces 3,5% d'augmentation, ça représente 250 000 euros. Bon, 250 000 euros à l'année, on ne le trouve pas sous les pieds d'un cheval. C'est-à-dire qu'il faut quand même aller faire des efforts pour trouver tous ces éléments-là. Et là, nous ne sommes pas... On est tributaire de ça, parce qu'en fait, on ne peut pas gérer ça puisqu'on nous l'impose. Dans le même temps, on nous impose les augmentations du RIF7, on nous impose les augmentations du GVT, on nous impose, enfin, tout ce que M. Comparo a eu la gentillesse de vous lire pendant pratiquement 3/4 d'heure. Voilà, c'est pour ça qu'on ne peut pas discuter, parce qu'en fait, on n'a pas du tout la même conception des choses. Nous, on n'est pas en train de faire de la politique, malheureusement. Hein, et d'ailleurs, vous avez commencé en faisant de la politique, parce que de dire que vous auriez préféré être à la Concorde que chez nous, c'est très bien. Moi, je vous le reproche pas, hein, mais sincèrement, je dirais que c'est pas s'occuper des Caudassiens que d'aller à la Concorde, si je peux me permettre de vous dire ça, hein, parce qu'en fait, effectivement, nous aussi, peut-être qu'on aurait aimé aller à la Concorde. Il y en a peut-être parmi nous qui sont des gens qui sont pas du tout d'accord avec le 49.3. On n'en sait rien, on ne sait pas. Hein, on n'a pas fait de vote, on n'a pas regardé, et on ne préoccupe pas, nous, entre nous. Nous, ce qu'on constate, c'est ce qui se passe. Et on constate les effets qu'il va y avoir après. Et là, je pense que nous avons été très optimistes dans ce document, parce qu'on ne s'attendait pas au 49.3. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un blocage complet partout, et donc on va avoir encore une inflation qui va monter. On va encore avoir des produits qui ne seront pas livrés. On va avoir forcément des augmentations des repas. On va avoir forcément des augmentations des matières premières. Donc ça veut dire qu'au niveau de nos investissements, nous allons avoir des augmentations au niveau des marchés qu'on va passer. Donc je pense que ce que nous vous avons présenté, nous sommes déjà certainement en deçà, tout ça à cause d'un certain nombre de choses qui sont aujourd'hui visibles au niveau de la télévision et de tout ce qu'on peut bien dire. Bon, et surtout qui sont cette volonté délibérée qui a existé précédemment de vouloir bloquer le pays à tout prix. Voilà. Donc on bloque le pays et après on se préoccupe pas des choses qui peuvent se passer. Alors nous on fait pas de politique à ce niveau-là. On s'occupe plus des Caudassiens. On essaie au maximum d'apporter le bien-être aux Caudassiens, donc on supprime certaines dépenses qui sont considérées comme étant pas inutiles, mais qui sont pas suffisamment importantes en termes d'intérêt pour les Caudassiens, et on arrive à vous présenter un robe qui reflète la réalité ce que malheureusement nous constatons depuis le début de l'année 2022, puisque c'est depuis le 2022 que véritablement les choses se sont aggravées. Voilà, moi ce que je voulais vous dire, ne nous faites pas un procès d'intention sur ce que vous disiez en termes de politique et de technicité. Malheureusement, nous faisons avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec ce que nous savons, hein, sur le plan technique, ce que nous envisageons, avec ce qu'on nous indique comme étant un potentiel possible en plus ou en moins. Aujourd'hui, c'est bien expliqué dans le message, hein, on est un peu dans le noir, c'est-à-dire que toutes les communes le sont. Nous ne sommes pas la seule commune à être dans cet état-là. Et quand vous dites qu'on augmente la taxe foncière et qu'on reprend d'une main ce qui a été donné de l'autre, nous on n'a rien donné. On n'a pas demandé à ce qu'on supprime la taxe d'habitation. On nous l'a imposé. Certes, il est compensé, mais compensé pour l'instant sur 2019, et on ne sait pas du tout, quand il va y avoir de nouveaux logements, la façon dont on va être compensé. Parce qu'en fait, on a déjà fonctionné ce qui était donné au département pour certaines choses, au territoire pour d'autres choses. Je ne sais pas où l'État ira chercher l'argent pour nous compenser par rapport à tout cela. Voilà. Moi, je vous dis ma pensée profonde. Je pense que
nous avons un document d'orientation budgétaire qui est parfaitement conforme à ce que nous avons sur place. Et quand vous regardez d'ailleurs, les variations ne sont pas si importantes que ça par rapport à l'année précédente, puisque les dépenses de fonctionnement, elles varient. On avait des dépenses de fonctionnement qui étaient de 1 313 000. Malheureusement, on a 503 000 de plus que l'année précédente. Bon, on vous a expliqué pourquoi. Les recettes de fonctionnement, elles sont un tout petit peu supérieures à ce que nous avions l'année précédente. Pourquoi? Parce que nous avons les 2% d'augmentation. Sinon, on serait en deçà. Et si nous sommes en deçà, c'est même plus la peine de penser aux Codaciens, parce que ça veut dire qu'on ne pourra plus faire ce que nous pouvons faire actuellement pour les Codaciens. Et on fait beaucoup de choses pour les Codaciens, malgré les pensées de certaines personnes qui n'ont qu'un objectif, c'est d'aller dans le sens contraire du bon fonctionnement d'une commune. Voilà ce que je voulais vous dire, mais je pense que sur le fond, on est sûrement d'accord, c'est sur la forme que nous ne le sommes pas. D'autres remarques? Oui, je t'en prie. Je voudrais simplement remercier Madame Borde et son équipe pour ce gros travail, parce que c'est un très gros travail et en plus on navigue un petit peu dans le flou. Hein, donc de rechercher toutes les bases, on a du mal à retrouver nos petits avec le peu d'indications que nous avons sur ce qui va se passer à l'avenir. Hein. Donc merci Virginie et à toute votre équipe. Oui, je ne vais pas faire de polémique, mais ce que vous venez de dire, M. Comparros, je l'ai souligné dans mon intervention, c'est-à-dire que le côté technique et le côté du rapport est très détaillé et très très bien. Et je ne peux pas vous laisser, M. Forsoulet, laisser penser que mon souci des services rendus aux Codaciens n'est pas au cœur de mon intervention. Hein. Voilà, non, je ne suis pas vent debout contre les activités de la municipalité. Je pense qu'effectivement, un rapport d'orientation budgétaire, c'est pour nous un rapport d'orientation budgétaire. Voilà. Et avec un même budget, vous savez très bien comme moi qu'on peut faire des choix totalement différents. Donc voilà, c'était l'objet de notre... Nous sommes dans l'opposition. Nous avons un autre avis, mais nous sommes très respectueux des services rendus à la population, que nous souhaitons même toujours, nous nous impliquons là-dedans. Et quand vous parlez de la disparition de la taxe foncière, je ne vous ai jamais mentionné comme étant le responsable. C'est l'État et le gouvernement qui rend les choses aussi compliquées et aussi difficiles, de même que le flou dans lequel on doit préparer les budgets. C'est ça que j'ai dit, j'ai rien dit d'autre. Et j'ai pas dit que je préférais être à la place de la Concorde, j'ai dit que je n'avais pas le don d'ubiquité pour être aux deux endroits à la fois, et c'est ici que je suis ce soir. Merci. Question de forme. Ce n'est pas la taxe foncière dont j'ai parlé qui serait supprimée. C'était la taxe d'habitation, ça c'est le premier point. Et puis d'autre part, je n'ai pas voulu insister tout à l'heure par rapport à ce que vous disiez, puisque vous avez insisté sur le fait qu'on ne faisait pas grand-chose pour les Codaciens. Mais quand je vois que vous êtes dans l'objectif de mettre le A, le B, le C du quotient à 1 €, hein, alors que nous avons le A à 0,75, je pense que quand même, quelque part, il y a quelque chose que je comprends pas. Mais enfin bon, tout est là, on va pas refaire la... Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond, quelque part. Voilà. D'autres remarques? Non. Eh bien écoutez, il n'y a pas de vote. Donc je vous demande simplement de nous dire qu'il y a bien eu débat, donc c'est simplement un avis favorable sur le fait qu'il y a bien eu un débat, donc qui est favorable à cette question, enfin tout le monde pense qu'il y a eu un débat? Oui. On est d'accord? Très bien. Eh bien écoutez, on va passer au point suivant. Alors le point suivant... Eh bien, c'est Madame de Almeida. Il était temps que tu récupères ton ordinateur, alors. Oui. Mais merci, Monsieur le maire. Mais je t'en prie. Alors, donc, nous avons la mise à jour du tableau des effectifs et nous sommes sur des créations de grades.
Donc, dans le cadre de recrutement d'une directrice des services techniques et d'un policier municipal très prochainement, la collectivité doit procéder à la mise à jour du tableau des effectifs et, à ce titre, il est proposé la création de 2 grades. L'un est en filière technique, c'est le grade d'un technicien principal de 2e classe. Et le deuxième, bien, c'est la police filière police, qui est le grade de gardien brigadier. Donc voilà, il est demandé à ce que vous prononciez sur cette délibération. Des questions? Des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Effectivement, on donne acte, il y a eu un débat, mais il faut Pardon. il y a quand même 2 points, il faut approuver le débat. Eh oui, oui, oui. Non, ben là, c'est pareil, on sait très bien ce que ça va donner. Bon, bon, donc le premier point, c'était de dire qu'il y avait eu un débat. Mais dans la délibération, que nous n'avons pas lue, mais qui figure quand même là, et qui a un résumé vraiment très succinct des éléments, il y a 2 articles. L'article 1, que nous avons non pas voté, mais sur lequel nous avons donné un dont-acte, et un article 2 qui approuve le rapport d'orientation budgétaire, et là qui normalement est un vote. Donc la question est la suivante: qui approuve le rapport d'orientation budgétaire? Qui désapprouve? Voilà, bon. Donc, merci Monsieur Quatennose, mais on était à peu près certain que c'était le résultat, mais encore valait mieux que ça figure. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Alors, maintenant, sur la note explicative de Madame de Almeida, y a-t-il des questions, des remarques? Madame Lincel. Il y a un recrutement d'une directrice des services, ça veut dire qu'il y a une évolution de carrière pour une personne? Alors non, nous avons le directeur des services techniques qui est parti en mutation. Nous recrutons donc une personne qui a un grade inférieur pour occuper ce même poste. Comment? La personne est recrutée, oui. Oui, oui. Bah oui, c'est un poste important. D'autres questions? Non. Donc, qui est pour? Merci, unanimité. Alors, ensuite, nous avons une demande de dotation de soutien à l'investissement local 2023 dans le cadre des projets structurants des collectivités. Je pense que ça va être un peu plus court que là, ça va, tu vas pouvoir. Mais c'est ma soirée. Donc, il s'agit d'une demande de dotation. Donc, par courrier en date du 9 janvier 2023, Madame la préfète du Val-de-Marne a informé Monsieur le maire du maintien de crédit pour l'accompagnement en faveur de l'investissement des collectivités territoriales pour les dotations de soutien à l'investissement local appelé des îles. Après analyse, proposition est faite de déposer un dossier de demande de dotation concernant les opérations suivantes. Donc, au titre de la création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires, réhabilitation du sanitaire avec création d'une douche pour la classe Ulysse au premier étage de l'école élémentaire Pauline Kergomar. Le coût des travaux est estimé à 65 000 € hors taxe avec une demande de dotation à hauteur de 50%, soit 32 500. Les travaux seront réalisés pour les vacances d'été 2023. Le remplacement du sol de restauration scolaire élémentaire Pauline Kergomar afin d'améliorer l'acoustique de la salle et faciliter l'entretien du sol pour le personnel d'entretien. Le coût des travaux est estimé à 15 000 € hors taxe avec une demande de dotation de 50% à nouveau, soit 7 500 €. Les travaux réalisés là également aux vacances d'été 2023. Au titre de travaux de mise en norme d'accessibilité et de sécurisation des équipements publics, installation d'un contrôle d'accès et de vidéosurveillance à la Halle des Violettes, le coût des travaux est estimé à 18 700 € hors taxe avec une demande de subvention 50%, soit 9 350 € hors taxe. Les travaux seront réalisés au congé d'été, pareil, en 2023. Sécurisation des établissements scolaires avec la pose de boutons d'alerte BPMS dans les écoles élémentaires Pauline Kergomar, Janzay, Lamartine et restauration scolaire élémentaire Lamartine. Le coût des travaux est estimé à 14 708 hors taxe
avec une demande de subvention de 50%, soit 7 354 hors taxes. Les travaux seront réalisés durant les congés d'été 2023. L'ensemble de ces opérations d'un montant global de 113 408 hors taxes pourront être financées par le DESIL pour 56 704, soit 50%, et d'autre part par l'autofinancement à hauteur de 56,70%. Merci Alain. Y a-t-il des questions, des remarques sur ce sujet? Pas de questions, pas de remarques. Donc qui est pour? Unanimité, merci. Alors, nous avons ensuite une demande de fonds verts 2023 pour l'accélération de la transition écologique dans les territoires. Et donc, c'est toujours Monsieur Comparot. Par courrier en date du 2 février 2023, Madame la préfète du Val-de-Marne a informé Monsieur le maire du déploiement de fonds verts pour l'accélération de la transition écologique dans les territoires et notamment le renforcement de la performance environnementale au titre de la rénovation des parcs de luminaires. En France, l'énergie L'énergie consommée par l'éclairage public représente 41% de la consommation d'électricité des collectivités, 16% de leur consommation, toute énergie confondue, et 18% de leur facture d'électricité. Dans le domaine de l'éclairage public, les enjeux sont à la fois économiques, environnementaux et sociaux, avec la maîtrise de la consommation d'énergie, la diminution des nuisances lumineuses et la sécurité des personnes et des biens. La commune, depuis 2019, a engagé un programme de rénovation de son éclairage public sur 10 ans afin d'améliorer l'éclairage et réduire la consommation d'électricité. Après analyse, proposition est faite de déposer un dossier de demande de fonds verts avec les opérations suivantes. Donc, rénovation des éclairages dans le cas du Crème, donc l'allée des Clématites, allée des Noiciers, allée des Amandiers, des Noyers, de la Fontaine et rue de Normandie. Les travaux consisteraient à créer un nouveau réseau électrique avec câbles en terre à poser, de nouveaux candélabres et de nouvelles lanternes à LED, conformément aux SDAL. Les travaux seront réalisés au cours de l'année 2023. L'ensemble de ces opérations d'un montant de 333 333 hors taxes pourront être financées par le fonds vert pour 166 566,50, soit 50%, et d'autre part par l'autofinancement à hauteur de 166 660,50 hors taxes. Questions, remarques? Non. Eh bien, on va passer au vote. Qui est pour? Unanimité. Merci. Alors, nous avons maintenant la cinquième, qui est la cession de 250 actions de la société publique locale Île-de-France Construction Durable de la ville au profit de la ville de Champigny-sur-Marne. Donc, créé en 1956, Île-de-France Construction Durable, appelée SAERP à l'époque. Alors, était une des premières sociétés d'économie mixte créées en France. Depuis 2013, Île-de-France Construction Durable a le statut juridique de société publique locale. Ce statut permet à ces collectivités actionnaires de bénéficier de ces services dans le cadre d'une relation de quasi-régie et de ce fait hors champ de concurrence. IDF Construction Durable est aujourd'hui l'outil dédié de la région Île-de-France et de ses autres collectivités actionnaires pour la construction et l'habilitation d'équipements publics. Elle est un élément supplémentaire et complémentaire de l'action publique locale. Les compétences et équipes d'IDF Construction Durable sont pleinement reconnues. 60 collaborateurs, juristes, ingénieurs, financiers, architectes, urbanistes, thermiciens, autant de techniciens spécialisés dans les collectivités qui ne disposent pas nécessairement en leur sein. Actionnaire de société depuis l'année 1987, la ville de Laqueux-en-Brie détient aujourd'hui 600 actions à la valeur nominale de 16 €,
soit un montant de participation de 9 600 € représentant 0,27% du capital. C'est dans ce cadre que la ville de Champigny a sollicité M. le maire afin d'envisager une session d'action entre la ville pour par courrier en date du 23 février 2023. La ville de Champigny-sur-Marne souhaite en effet pouvoir utiliser les services d'IDF Construction Durable dans le cadre du déploiement de son programme d'investissement conséquent en matière d'équipement public. Cette section d'actions sollicitée s'élèverait à 250 actions vendues à leur valeur nominale, 16 €, soit 4 000 €. À l'issue de cette procédure de cession, la ville de La Cornebrie détiendra 350 actions, soit un montant participatif de participation de 5 600 €, représentant 0,16% du capital. Cette opération de cession partielle d'actions n'empêchera pas, le cas échéant, la ville de La Cornebrie de solliciter les services et l'expertise de construction de l'art, tout en maintenant sa présence au sein de ces organismes de gouvernance. Proposition est faite d'autoriser M. le maire à la cession de 250 actions d'IDF à la ville de Champigny pour la somme de 4 000 €. C'est le sens de cette délibération. Merci Alain. Question, remarque, Madame Lincel. Deux questions. On en a. Alors, peut-être que j'ai tort parce que c'est pareil, je connais pas encore tout bien. J'ai l'impression que ça se substitue un peu ou c'est comme le GPSEA par rapport aux aides, etc., aux études qu'ils peuvent faire. Enfin, on a le GPSEA pour ça. Non, ils agissent en fait en maîtrise d'ouvrage déléguée. Hein. C'est complètement différent. C'est un maître d'ouvrage délégué. Hein. D'accord. Donc, deuxième question, l'avez-vous déjà utilisé? Il a été utilisé, mais il me semble que c'était sur la Pierrelet il y a longtemps. Mais... Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Oui, ça fait très longtemps. Ça a été utilisé dans les années 87 à 84. Oui. Je ne sais plus pourquoi. Je retrouve dans l'historique Pierrelet, je ne sais pas. Ils sont surtout spécialisés dans les écoles, collèges et aussi les passoires thermiques maintenant. Une petite question supplémentaire, si je comprends bien, la ville de Champigny n'était pas dans le dispositif jusqu'à présent. C'est pour ça qu'elle est obligée d'avoir... Et donc il y a d'autres villes qui ont été sollicitées ou pas par rapport à cette démarche qui pourrait être pas seulement vis-à-vis de la Cornebrie, mais vis-à-vis d'autres communes. Et c'est vrai que moi je rejoins évidemment... Madame Lincel, parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on a eu des équipements à construire, on n'a jamais eu besoin de recourir. On a beaucoup de services qui sont rendus au jour d'aujourd'hui par les techniciens, par les gens qui ont des compétences, soit dans les communes, soit dans l'intercommunalité. Donc, moi, je suis prudente. Je pense que nous nous abstiendrons sur cette délibération, mais peut-être que vous avez des éclairages à nous apporter, au moins sur les autres communes. Je ne sais pas si vous savez. Écoutez, moi, ce que je sais, c'est que lorsque Champigny nous a demandé 250 actions sur ce que nous avions, je lui ai tout de suite dit oui, parce que moi, j'ai vu rentrer 4 000 €. Hein, parce qu'effectivement, bon, voilà, c'est tout. Mais je pense que il faut trouver peut-être d'autres communes pour nous débarrasser peut-être d'un certain nombre d'euros, mais ça serait quand même malheureux, finalement, de se priver d'une possibilité. Parce qu'en fait, vous voyez qu'avec 250 actions, là, pour une ville comme Champigny, ils vont avoir la possibilité de faire un certain nombre de choses, alors que nous aussi, avec 350 actions, on peut en faire beaucoup de choses. Donc on a encore, si une autre commune me demande 100, j'hésiterai pas à vendre les 100. Par contre, j'essaierai quand même de garder 250, ce qui répondra en même temps à la question de Madame Lincel. Voilà. Parce qu'en fait, on ne sait jamais, on ne dit jamais, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, on ne sait jamais ce dont on pourrait avoir besoin dans le futur. Mais là, en attendant, on fait rentrer 4 000 €. Bien, 4 000 €, c'est toujours 4 000 €. Voilà.
D'autres questions? Non, ben alors qui est pour? Qui s'abstient? 2 et les pouvoirs. Quand même. Alors, ensuite, nous avons 6, qui est... Ah ben, décidément, là... C'est ta soirée, oui. L'instauration du permis de démolir sur le territoire communal. Un titre curieux, mais qui va être bien expliqué. Depuis le 1er octobre 2007, le dépôt de l'obtention d'un permis de démolir n'est plus systématiquement requis. Donc, selon l'article L 421-3 du Code de l'urbanisme, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret ou en Conseil d'État. Exemple, un bien situé au sein d'un périmètre de protection de monuments historiques, ou situé dans des communes ou parties de communes où le conseil municipal a décidé d'instaurer un permis de démolir. Le conseil municipal peut décider d'instituer le permis de démolir sur la totalité du territoire communal en application de l'article R 421-27 du Code de l'urbanisme. Cette possibilité n'a jamais été établie sur la ville de la Cambrie depuis cette réforme. C'est pourquoi il vous est proposé d'instituer le permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal dans un souci de protection des constructions pouvant présenter un intérêt architectural, esthétique, historique, environnemental ou culturel pour la commune. Cela permettra également de préserver plus facilement le caractère pavillonnaire marqué de la commune et d'avoir une urbanisation maîtrisée du territoire. En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'instituer le permis de démolir sur l'ensemble du territoire communal pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction en application de l'article R 421-27 du Code de l'urbanisme. Des questions? Pas de questions. Donc on passe... Ah, Madame Lins. Non, pas de questions, on en a discuté en commission, donc les questions on a obtenu les réponses, donc voilà. Pas d'autres questions. Au vote, qui est pour? Merci, unanimité. Alors, ben je crois que tu as terminé. Hein. Ah, c'est bien. Ah non, il y en a encore. Non, mais on a terminé pour M. Comparon. Ah oui, non mais c'est pour le soulager là, parce que quand même, ah non, on n'a pas terminé. On a M. Votor qui va prendre la dernière, je pense. Oui, merci Monsieur le maire. Bon, comme chaque année, nous allons délibérer sur la grille tarifaire applicable aux jeunes participant au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. La formation se compose de la manière suivante. Une formation générale de 8 jours, un stage pratique de 14 jours dans un accueil de loisirs et ou un séjour et un stage d'approfondissement. Afin de contribuer à la formation des codaciens qui souhaitent encadrer des mineurs, il est proposé à 7 jeunes de 17 à 25 ans de s'inscrire d'une part à une formation générale pour 8 jours et d'autre part à 7 autres jeunes à un stage d'approfondissement de 6 jours intitulé « Grand jeu et journée exceptionnelle ». Les stages auront lieu pour la formation générale à Chenevière du 22 au 29 avril 2023 et à Suissy pour la section approfondissement du 2 au 7 mai 2023. L'organisme qui est choisi, toujours IFAC, qui répond aux critères matériels de pédagogie et de formation. La formation est ouverte à l'ensemble des jeunes de la ville, selon les critères suivants: être codacien, une lettre de motivation, être à jour de ses engagements financiers pour les prestations municipales, répartition géographique différentes quartiers de la ville, recherche d'un équilibre entre jeunes filles et jeunes garçons. Toutefois, si le nombre de candidats est supérieur au nombre de places, c'est-à-dire 14 places, une commission de sélection se réunira afin de choisir
les jeunes à travers un entretien individuel. Alors, vous avez le tableau des coefficients. Le coût de la formation pour la formation générale est de 350 € et pour l'approfondissement de 300 €. Selon le quotient familial, pour la formation générale, ça varie de 70 € à 227 € et pour l'approfondissement de 60 à 195 €. C'est le centre de la délibération soumise à votre examen et à votre approbation. Il est à noter que le conseil départemental contribue à hauteur de 100 € pour chaque stagiaire sans condition de ressources. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'il y avait des questions de Madame Lambert, mais si vous les avez, à ce moment-là, c'est le moment de les poser. Sinon, si vous les avez pas, moi je les ai. Ben, c'est comme vous voulez. Hein. Non, mais de mémoire, je préfère que ça vienne de vous. J'ai pas le texte qu'elle vous a envoyé, mais de mémoire, on souhaitait profiter de l'examen de cette nouvelle prestation, entre guillemets, offerte, ça fait maintenant plusieurs années. Donc un bilan au moins sur l'année dernière du nombre de jeunes finalement qui ont pu en bénéficier et filles, garçons, enfin les éléments que vous mettez dans le rapport et le quotient des familles qui ont été celui auquel on a facturé, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, le BAFA l'année dernière. Voilà. Bon, merci Madame Aubry. Le bilan sur l'année précédente, je ne peux pas vous le donner parce que la section de BAFA a été annulée. Suite, n'est-ce pas, le site de formation prévu pouvait plus accueillir, n'est-ce pas, les jeunes. Et les solutions qu'ils nous ont proposées pour les prestataires ne nous convenaient pas parce qu'ils proposaient aux jeunes d'aller plus loin que le lieu qui était prévu, moyennant un financement plus élevé. Donc on l'avait annulé. Par contre, je peux vous donner le bilan sur les années 2019, 2020, 2021, sachant que chaque année, il est prévu 7 jeunes et en général, les 7 jeunes en approfondissement. Donc, pour l'année 2019, nous avons eu, pour la formation générale, 8 jeunes et pour l'approfondissement, on en a eu 3. Pour le 2020, on a eu 8 également pour la formation générale et 8 en approfondissement. Bon, vous me direz pourquoi on a 8, parce que des fois, on essaie, n'est-ce pas, de compenser. Par exemple, en 2019, vu qu'il n'y avait pas eu assez de jeunes, bon, on a essayé, n'est-ce pas, de faire en sorte que les jeunes puissent en profiter. Donc, c'est pour ça qu'en 2020, il y en a eu 8 de chaque côté. Bon, après, il y a une remarque à faire aussi, c'est, bon, ça a été fait en section en octobre, après des confinements. D'accord, voilà. Bon, en 2021, nous en avons eu 12 en formation générale et malheureusement 4 en approfondissement. Bon, vu qu'il y avait 7 et tout, on a essayé d'arranger les jeunes pour qu'ils puissent en profiter aussi également. Donc, voilà ce que je vais vous donner. Et comme je vous ai dit, en 2002, ça a été annulé pour raisons que j'avais évoquées tout à l'heure. Au niveau, par contre, au niveau des quotients, ça varie entre F et I, c'est-à-dire qu'entre 55 et 65%, sauf qu'en 2019, nous avons eu un quotient C, il y en a deux quotients C, c'est-à-dire à 40%. Voilà. Donc, ça n'a pas bougé au niveau de... C'est constant, quoi, de 55 à 65%. Donc, ça varie de F à I. Merci. Je peux avoir juste une précision. Les jeunes qui ont été donc en 2022, puisque tout a été annulé, ils n'ont pas été reconduits ils n'étaient pas intéressés pour 2023. Ils avaient trouvé une autre solution? Pour l'instant, on n'a pas ils ne sont pas revenus. On n'a pas eu.
On n'a pas, c'est pas ouvert encore. Bah, c'est pas fait encore. Oui. On ne sait pas qui va être là en 2023. Donc Ouais, s'ils ont repostulé, ils seront là. S'ils n'ont pas repostulé, ils ne seront pas là. D'accord, c'est pas automatique. Non, mais je pense que la démarche a été faite. La démarche, là, monsieur Camara fait toujours cette démarche-là, Madame Aubry. Voilà. Comme ça a été fait en 2021, puisqu'en fait, ça avait été reporté en octobre. Et en fait, en octobre, malheureusement, à chaque fois, on a une déperdition. Au normal, on avait 12 formations générales, comme l'a dit monsieur Votor, et 4 approfondissements. Et ça a été annulé à cause de la Covid. Et comme ça avait été reporté au mois d'octobre, finalement, on n'a plus eu que 4 formations générales et un approfondissement. Donc on a forcément une perte en fonction des reports. Donc sur une année, je ne sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant, on n'a pas tous les éléments. Pas d'autres questions? Ben, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Parfait, unanimité. Eh bien, écoutez, il me semble que nous avons terminé ce conseil municipal, que nous allons en faire un dans très peu de temps, puisque ça sera le 30 mars, et cette fois-ci avec le budget. Alors, on ne sait pas, le compte administratif plus le contrôle de gestion ou l'élément de la M57 revue et corrigée, mais par contre le budget donc pour l'année 2023. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée et puis au 30. Et merci également aux administratifs qui sont en train de parler là, mais je les remercie également très sincèrement, parce que je sais, en particulier Virginie,